Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Vendée et vous allez déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux prochaines élections, globalement et aux prochaines municipales. Quand allez-vous déposer cette proposition de loi ? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Pourquoi ? C'est du vent. J'ai entendu Thierry Mariani, votre ancien collègue républicain, nous dire « mais c'est du vent ». Ah non, mais ça, le Rassemblement national, oui. Il ne veut surtout pas qu'on règle les problèmes. Plus on aura de problèmes en France pour le Rassemblement national, plus ce parti prospérera. Non, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a un islam politique en France qui est en train de construire une contre-société à visée séparatiste. Et je pense que le constat, il est sous nos yeux. Il y en a de multiples preuves. Et si on ne réagit pas, si on ne pose pas des limites républicaines, alors, vous verrez, demain, on aura des têtes de liste qui pourraient s'emparer de villes en France. Pas aujourd'hui. Aux élections européennes, il y a des listes qui ont fait, dans une cinquantaine de bureaux de vote, plus de 10%. Eh bien, moi, comme d'autres d'ailleurs, parce que ça, c'est transpartisan. J'entendais l'autre jour, je crois que c'était chez vous, Gérald Darmanin, qui connaît bien le problème, qui a fait des propositions, Sébastien Lecornu, et d'autres encore. Donc moi, je pense que cette question-là, elle est grave, parce qu'elle nous concerne, elle concerne la République. Quelle République, quel modèle de société on veut? Est-ce qu'on veut toujours la laïcité en France? Et le problème, il est grave dans la mesure où il s'étale sous nos yeux. Comment s'étale-t-il? Vous parlez de l'Union des démocrates musulmans français. Attendez, un parti particulier, parce qu'il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Mais c'est bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a que deux partis politiques qui, et encore, qui se disent non, anti, mais le phénomène, qui se disent qu'ils ne sont pas du tout. Mais le phénomène de radicalisation de l'islam, il est massif. Je vous en donne des exemples. Je vais vous en donner des exemples. Oui. 2 études. L'Institut Montaigne, il y a 2 ans, 27 ou 28% de nos compatriotes musulmans qui placent la charia, la loi religieuse, au-dessus des lois de la République. Au-dessus de la loi de la République. Tout récemment, la Fondation Jean Jaurès, l'IFOP, Jérôme Fourquet, nous apprend que 27%, même chose. Vos collègues, consoeurs, la communauté, ce fameux livre sur Trappes, qui est le lieu en Europe qui a envoyé le plus de djihadistes se battre au Levant. La confidence du président François Hollande, qui parlait d'une possible partition de la France. Alors si ça ne vous suffit pas, moi ça me suffit. Moi je suis un législateur, je tiens à la République. La République c'est une chose commune et je ne veux pas qu'elle soit détricotée par les menées des frérots salafistes. Les choses sont absolument claires. Et je me battrai avec toutes les armes que j'ai à ma disposition, qui sont déjà législatives. C'est le cas pour le voile, par exemple, dans les sorties scolaires. C'est le cas pour interdire le financement de partis politiques qui seraient communautaristes, pour interdire des candidatures, des professions de foi qui professeraient ce communautarisme. Beaucoup disent c'est impossible parce que, par exemple, je prends l'exemple, il y a 2 partis. L'Union des démocrates musulmans français, qui veut présenter, j'avais tout à l'heure son fondateur qui veut présenter une 50aine de listes en France, à peu près. Il y a aussi un autre parti qui s'appelle Parti Égalité Justice, qui s'adresse à la communauté franco-turque. Bon, ces 2 partis, comment pouvez-vous les interdire? Comment pouvez-vous les qualifier de communautaristes? Pourquoi? Quand on me dit... Parce qu'ils s'appellent l'Union... Attendez, parce qu'ils s'appellent l'Union des démocrates musulmans français? Mais le mot n'a rien à voir. C'est la visée sécessionniste. Moi, on m'a dit la même chose. Je me souviens, vous savez, j'étais parlementaire avant la loi sur la burqa, en 2010. Burqa n'existe pas, il y avait le niqab. Le niqab, la burqa. Le voile intégral. Le voile intégral. Eh bien, il y avait d'éminents spécialistes constitutionnalistes qui nous expliquaient, mais c'est pas possible, monsieur Retailleau. Comment vous pouvez, dans l'espace public, interdire une mode vestimentaire? Et ta sœur, on l'a fait. Le Conseil constitutionnel a ratifié. Comment fait-on? Qu'est-ce que le communautarisme, d'abord? Est-ce que la loi de la République n'est pas suffisante aujourd'hui? Non. Non? Non. Si elle est appliquée fermement, elle n'est pas suffisante. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Il faut justement que la règle soit claire. Parce qu'on est testé par cet islam politique conquérant. Qu'est-ce que l'islam politique? Moi, je ne le confonds pas avec un islam apaisé. Lui, il a sa place dans la République. L'islam politique, c'est celui qui place au-dessus de la loi de la République la loi religieuse. Eh bien, moi, les choses sont claires. Le communautarisme, c'est une forme de sécession avec la République qui consiste à privilégier une partie de la population à raison de son appartenance ethnique
ou religieuse. Et le Eh bien, nous communautarisme. avons les outils. Il n'y a pas que le communautarisme musulman. Mais Le tous les- communautarisme, mais vous avez raison. c'est ce qui construit la société française, Non, malheureusement ou non, heureusement. non, 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 non. non. Bon. Non, parce que vous avez un modèle. Il y a Alors vous pouvez combien de dire communautaristes ça Alors, c'est oui. le modèle anglo-saxon. Vous avez D'accord. totalement raison. Le modèle anglo-saxon qui se répand, et là vous avez vraiment, je pense que vous faites un constat qui est juste dans le monde. Il y a ce modèle anglo-saxon. Nous devrions être, ils sont aux États-Unis, une sorte d'archipel qui juxtapose des communautés les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas de laïcité. C'est-à-dire qu'une société communautariste, c'est la juxtaposition de croyances. Nous, c'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est la neutralité. La République ne demande pas aux Français de ne pas croire ou de croire. La République exige du citoyen, ou plutôt de l'homme privé, que dans l'ordre public, il abandonne ses croyances. Parce que la laïcité, c'est la concorde civile. C'est ce qui permet aux jeunes Françaises demain de refuser le voile. Alors, oui. C'est émancipateur. Oui. Le Mais- voile, c'est un marquage. C'est un marquage dans notre sexiste. société, il existe aussi un parti chrétien-démocrate. On ne va pas l'interdire. Mais il y a une grosse différence. Laquelle ? Parce que le Parti démocrate chrétien s'adresse non pas à des intérêts chrétiens pour les chrétiens, il s'intéresse à tous les Français. Il défend quoi ? Le parti chrétien Mais il démocrate. s'adresse à tous les Français, comme la CFTC. La CFTC, le C, c'est pour dire chrétien, Chrétien. défend tous les ouvriers, tous les travailleurs. Ils peuvent être d'inspiration chrétienne, mais c'est très différent. La grande différence, j'entendais des commentateurs qui ont oublié souvent leur culture historique. Les démocrates chrétiens en France ou en Europe, Oui, la CDU en Allemagne. ou la CDU en Allemagne, jamais ils n'ont posé comme principe que la loi religieuse devait surpasser la loi civile, parce qu'il y a le fameux l'injonction rendez à César ce qui est à César. Tout le monde va vous rejoindre. Donc c'est un faux parallélisme. Et ce parallélisme, que l'Union des démocrates musulmans français place la loi religieuse au-dessus des lois de la République. Eh bien, il y a un doute. Question. Eh bien, il y a un doute. Et il faut voir, justement, c'est ce que je propose dans mon texte. Il faudra regarder sur, par exemple, les professions de foi, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Il faudra regarder si les femmes sont voilées ou non, parce que le voile, pour moi, c'est pas seulement un bout de tissu. Le voile, et Zineb El Razoui le dit très bien, c'est pas seulement un bout de tissu, c'est un marquage à visée séparatiste. Il s'agit, dans l'espace public, de dire on appartient à une catégorie de Français seulement, et sexiste. Le voile, c'est quand même le signe de la soumission. Attendez, le voile, pratiquant d'une religion. Non, moi j'appartiens à la France. Moi j'appartiens à la République. Mais moi aussi. Et le reste, ça concerne ma vie privée. Retailleau, oui, on est bien d'accord. Mais c'est un signe religieux, le voile. C'est un signe politico-religieux. Non, le Coran, il n'y a pas des signes religieux dans la rue. Il y en a. Ceux qui étudient l'islam nous apprennent, et pendant très longtemps, le monde musulman s'est passé de voile. On cite par exemple cette anecdote de Nasser en 54 ou en 55 qui fait un discours et dit « Vous vous rendez compte ce que nous ont demandé les frères musulmans ? Ils voudraient que nos femmes et nos filles soient voilées. » Et là, la foule s'esclave de rire. Qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui ? Vous avez un mouvement de protestation des femmes qui enlèvent leur voile. Le voile, c'est le signe d'une soumission de la femme par rapport à l'homme. Eh bien, je ne veux pas demain que les jeunes Françaises soient contraintes de porter dans certains quartiers le voile. Alors, est-ce parce que vous les hommes les obligerait du port du voile dans l'espace public? Vous le demandez ou pas? Le niqab, oui. Le voile dans l'espace public, je pense qu'il contrevient aux règles de notre civilité. Non, mais non, je le demande, moi, je le demande dans les sorties scolaires, je le demande dans l'exercice de leur mandat pour les élus. Pas dans l'espace public? Non. Et pourquoi? Pas plus que la kippa. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on ne peut pas le faire en matière constitutionnelle. Par contre, on a des outils pour le faire, pour les élus, et notamment pour les sorties scolaires. Il faut le faire là où la République doit demeurer, dans l'ordre public. Voilà, c'est ça la République. Il y a l'homme privé et il y a le citoyen. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, que je rappelle, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Eh bien voilà, absolument. Absolument. L'article 4. Donc, l'article 3. Une femme qui se promène dans la rue avec un foulard ou un voile ne trouble pas l'ordre public. Avec une burqa, si.
Et ce que je constate en une France... burqa, c'est en Afghanistan, il n'y en a pratiquement pas en France. Le niqab. niqab, mais c'est la même chose. Et pour autant, la même chose. Ça se multiplie à tel point que M. Radouane... Mais c'est interdit. Mais c'est interdit, mais elles ne sont pas verbalisées. Elles ne sont pas verbalisées. Donc ce que je propose, moi, c'est qu'en cas de récidive, les choses sont claires, on supprime les aides sociales. Voilà. En cas de récidive, quand on porte le voile, d'une femme qui porte le voile intégral. Exactement. Les choses sont claires. Bien sûr. Les allocations familiales. Bien sûr. Mais cet islam politique nous teste en permanence. Donc, est-ce que la République doit renoncer? Fermeté. Fermeté. La main ne doit pas trembler. Intransigeance même. La laïcité, grande barrière contre le poison du fanatisme. C'est Robert Badinter qui dit ça. Absolument. Alors, d'accord. Je l'ai côtoyé au Sénat, il était sénateur. Je l'ai entendu récemment exprimer son avis sur le voile dans les sorties scolaires. J'ai lu aussi ce qu'a écrit Elisabeth Badinter. Qu'est-ce qu'elle écrit, Elisabeth Badinter? Elle dit, voilà, il y a une contre-société qui est en train de s'ériger insidieusement et elle a une visée séparatiste, voire sécessionniste. Le voile, c'est une opinion, le port du voile? Je pense que le port du voile, c'est un insigne politico-religieux. Absolument. D'un islam radical. Mais d'un islam radical qui veut imposer ses règles à la République. Et nous, on veut lutter contre. Je vais aller plus loin. Mais on n'a pas le droit de dire dans la rue, de marcher dans la rue en disant je suis musulman. Mais bien sûr, mais c'est pas le problème. On peut bien se balader avec un t-shirt, vive la PMA ou vive la manif pour tous. Bien sûr, mais vous mélangez tout. Mais non, je mélange pas tout. Vous mélangez tout, absolument. Non, mais je vous provoque. C'est ce que je vois. D'ailleurs, ça me fait sourire. Vous voyez, donc ça me détend. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est que on a affaire en France un double phénomène. Il y a le djihadisme qui tue. Il a tué à la préfecture de Paris récemment encore. Ce djihadisme. Vous faites le lien entre le djihadisme qui tue à la préfecture de police et le port du voile par une femme dans la rue? Je fais le lien entre le djihadisme et la radicalisation de l'islam. La radicalisation de l'islam, sous par exemple les menées des frères musulmans, des salafistes, qui conquièrent des quartiers entiers, et c'est le terreau dans lequel vont éclore demain, justement, les vocations des futurs djihadistes. Les choses sont très claires. Il y a un phénomène sanglant et il y a un phénomène souterrain. Mais négliger le phénomène souterrain, ne pas lui signifier qu'on a parfaitement compris ce qu'il souhaite faire et qu'on ne posera pas de limite si on abandonne tout, si on renonce. J'entends, moi, les commentateurs, depuis quelques jours, que ce soit sur le voile dans les sorties scolaires ou sur ma proposition de loi, rien ne serait possible de faire. On abdique. Il faudrait que la République abdique les principes républicains. Certains commentateurs. Non, pas tous, non. Non, mais y compris les juristes. Alors, puis je vais passer à autre chose, parce qu'il y a d'autres sujets d'actualité. Peut-on porter le foulard ou le voile et pratiquer un islam modéré? Moi, je pense franchement que toutes les femmes qui portent le voile ou le foulard ne sont pas ou le foulard, vous aimez les mots, ne sont pas nécessairement des islamistes. En revanche, tous les islamistes exigent des femmes qu'elles portent le voile. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'on doit nous poser des limites. Ces limites, elles sont strictes. Et la main républicaine ne doit pas trembler. Les républicains de la rive droite et de la rive gauche doivent se tendre la main. Bien, Bruno Retailleau, la SNCF, vous avez vu ce qui s'est passé à la SNCF. Est-ce qu'il faut suspendre la conduite des trains par un agent seul à bord? Je parle des trains régionaux notamment. Ça vous concerne? Oui, ça me concerne. Non. Oui. Non. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est un détournement du droit de retrait, c'est tout. Un détournement du droit de retrait. Là, vous rejoignez le gouvernement. Oui, ça m'arrive. Quand le gouvernement dit de bonnes choses, ça n'est pas parce que c'est le gouvernement auquel je m'oppose le plus généralement. Je pense qu'il a raison et je pense que certains syndicats font de ce droit de retrait une sorte de hors-d'œuvre pour la manifestation du 5 décembre. C'est une sorte d'échauffement. Voilà. D'échauffement, vous soutenez cette réforme des retraites? Non. Non. D'abord, c'est très difficile aujourd'hui à en voir les détours. Plus ça va, moins on comprend. Et quand il y a du flou, comme dirait l'autre... Voilà, mais croyez-moi, je pense que cette réforme, les Français seront déçus parce que pour beaucoup, ils paieront plus pour toucher moins. Donc vous allez rejoindre les manifestants du 5 décembre. Non, moi je vous l'ai déjà dit, je suis législateur, donc j'ai un moyen de m'exprimer, donc je le ferai au Sénat. Mais j'ai vu regardez pour les femmes. Les Républicains voulaient porter le départ à la retraite à 68 ans, 65 ans. 65 ans. Oui, 65, et même certains parlent. Oui, enfin.
65 ans officiellement, mais d'autres parlent de 66, 67. Non, j'étais un des premiers. Je pensais, je crois que c'était à votre micro d'ailleurs, quand certains de mes amis voulaient mettre les choses sous le tapis. Je disais de toute façon, quand M. Mitterrand a porté la retraite de 65 à 60 ans, il y avait 74 ans de durée d'espérance de vie. Aujourd'hui, on a 83 ans. Donc évidemment, le problème d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a tapé les retraités? Pourquoi est-ce qu'il a désindexé les retraites? Parce qu'il avait fait une promesse de ne pas augmenter l'âge légal de départ en retraite de plus de 62 ans. Mais ça, il n'y a pas de secret. Et moi, je le dis aux retraités qui m'écoutent, à tous les Français demain qui seront concernés. Si on n'allonge pas la durée de travail et l'âge légal de départ en retraite, vous toucherez moins. Et il faut changer le système. Moi, je ne suis pas contre du tout un système à points, mais le système à points, c'est de la mécanique. L'important aujourd'hui, puisque déjà le système, on n'attendra pas 2025. J'attends du gouvernement que très rapidement, puisque les comptes sont désormais dans le rouge, on nous avait vanté que Emmanuel Macron boucherait le trou de la sécurité sociale. C'est faux. Donc il faut que le gouvernement agisse très vite. Maintenant, de savoir s'il faut un régime unique, moi je pense qu'on n'arrivera pas à un régime unique. Je pense qu'il faudrait sans doute la bonne réforme. C'est un socle de base pour les fonctionnaires, pour le privé et pour sans doute les libéraux et les indépendants, avec des retraites complémentaires qui permettent... Oui, au lieu de 42. Voilà. Je pense qu'à 3 régimes, on arrive parce qu'il y a des spécificités, c'est tout. Et qu'on a l'esprit français, et vous avez des technocrates français qui veulent dessiner un jardin à la française, qu'on soit tous les mêmes. Ben, on n'est pas tous les mêmes, on a parfois des carrières un peu différentes. La Syrie, j'ai vu votre demande, forte demande, vous demandez à l'Union européenne d'agir face à l'offensive turque. Mais pardon, mais que peut faire l'Europe? On peut faire beaucoup. Et c'est-à-dire? On peut faire beaucoup. On peut remplacer les Américains sur le terrain? Non, c'est pas ce que je demande. On peut, suspendre définitivement les pourparlers d'adhésion de la Turquie à l'Europe. Moi, ça fait 20 ans que je me bats pour dire que la Turquie ne sera jamais dans l'Union européenne. C'est une évidence. 95% de son territoire... Oui. Ah oui, les discussions sur l'adhésion sont totalement suspendues de fait. Non, mais c'est faux. Même si officiellement, même si vous avez raison. Mais il y a des crédits qui sont votés au Parlement européen, justement, pour ce genre de choses. Donc on arrête. Emmanuel Macron aurait dû rappeler notre ambassadeur à Ankara, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr qu'on aurait dû frapper. Pourquoi est-ce que lorsque M. Poutine... Dites-moi, on est bien content, pardon, je ne vais pas défendre la Turquie, mais on est bien content de voir les Turcs accueillir 3,5 millions de réfugiés syriens qu'on ne veut pas, nous, que vous ne voulez pas, qu'aucun homme politique français ne veut. Et quand la Turquie... Et quand la Turquie finançait l'État islamique en laissant passer les bidons de pétrole sur son territoire, et quand la Turquie permettait aux djihadistes de passer par sa frontière pour aller renforcer Daesh. On en était content. Membre de la coalition. Non, mais on ne peut pas supporter. Qui est membre de la coalition. Vous vous rendez compte? C'est vraiment scandaleux. Comme la décision de M. Trump est scandaleux. Moi, je pense que depuis longtemps, la France s'est totalement alignée derrière M. Obama, derrière M. Trump. Nous nous sommes alignés, nous avons perdu notre position d'équilibre gaullienne. À part dénoncer, effectivement, suspendre ces discussions avec la Turquie. Eh bien, livrer par exemple du matériel militaire aux Kurdes. Évidemment, on n'est pas des enfants de cœur. Et il y a la diplomatie. La diplomatie, c'est important. On fait faire le sale boulot aux Kurdes. Mais attendez, c'est terrible. On est en train d'abandonner les Kurdes et c'est les Kurdes. Ils font le sale boulot pour nous. Mais non, mais c'est ça qui est terrible. Mais justement, c'est la vérité. Vous savez que Raqqa n'aurait jamais été reprise par les forces démocratiques syriennes qui étaient composées de Kurdes si on n'avait pas les Kurdes. On ne doit pas les abandonner. Et moi, je lutte, mais là aussi à mon niveau. Donc, c'est le Parlement, c'est le gouvernement que j'essaie d'influencer pour dire attention, poser une limite, parce qu'avec des gens comme M. Erdogan, on ne sait jamais où ils vont s'arrêter, enfin, évidemment. Le maître du jeu, vous le connaissez. C'est M. Poutine. C'est M. Poutine. Eh bien justement, ça fait depuis des années que je demande à la France de reprendre un dialogue avec la Russie, parce que les États-Unis, on ne peut plus. Macron, il l'a reçu à Brégançon. Je l'ai encouragé. Absolument. C'est effectivement, il faut régler quelques problèmes, notamment avec l'Ukraine et puis la Crimée. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que la Russie a intérêt de se rapprocher de l'Europe plutôt que de la Chine. Voilà. Et je pense que la France a intérêt de retrouver sa position d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Pas d'alignement. Et c'est parce que on s'est aligné qu'on a été totalement marginalisé sur la scène notamment syrienne.
Bruno Retailleau, j'ai lu François Hollande qui demande que le quinquennat soit transformé en sextennat. 6 ans, qu'en pensez-vous? C'est 6 ans de vraiment à présidence. étudier. C'est vraiment à étudier. Je vais vous dire bon pourquoi. Je ne veux pas me prononcer parce que j'ai découvert ça récemment. Non, oui. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je considère que qu'est-ce qu'une démocratie? Oui. C'est deux choses. Une démocratie, c'est le suffrage universel, mais pas seulement, parce que M. Erdogan serait sinon un grand démocrate. Ben oui. Donc il faut une deuxième condition. Il faut la séparation des pouvoirs, notamment entre l'exécutif, le président, et puis le Premier ministre, et puis aussi le Parlement. Or, depuis qu'il y a le quinquennat, mais surtout depuis qu'il y a l'inversion du calendrier, les députés sont le résultat de l'élection présidentielle. Ils ne sont que le sous-produit, si j'ose dire, pardonnez-moi pour mes amis députés, mais c'est la réplique sismique, les législatives. Et donc je pense que décaler les élections, ça permettrait d'avoir plus d'indépendance entre l'élection présidentielle et l'élection législative, et on retrouverait sans doute une meilleure capacité à séparer les pouvoirs entre l'Assemblée nationale, qui est trop souvent le petit doigt sous la couture du pantalon, et je pense que ça, c'est pas le fait d'une grande démocratie. Alors ça sert le Sénat actuellement, parce que c'est le Sénat qui joue le rôle d'équilibre institutionnel. Est-ce que vous écartez toute candidature à la présidentielle? C'est à vous que j'ai déjà répondu. Mais oui, c'est ce que j'avais répondu. Je pose la question parce que je sens que ça pointe à l'horizon. J'ai répondu que si mes convictions sont portées, il n'y a pas de problème, je me rallierai. Si elles ne sont pas portées, je m'interrogerai. Vous voyez, je suis constant avec vous. Et vous l'êtes avec moi aussi, d'ailleurs. Merci Bruno Retailleau. Il est Merci Jean-Luc Bourdin.